Face aux rumeurs propagées par les partisans du régime après la visite d'Andladzwin à Touliage, l'association Mazout et les habitants concernés ont réaffirmé leur opposition au projet d'exploitation Basse Touliage à l'Anbé. La société civile et plusieurs associations locales ont alerté dans un communiqué sur les fausses informations diffusées auprès de la population. Les économistes de la Banque mondiale exhortent l'État à assumer ses responsabilités en allouant davantage de ressources à la protection sociale. Actuellement, les fonds publics pour le filet social restent faibles comparés à ceux des partenaires étrangers. Face aux rumeurs diffusées par les partisans du régime après la récente visite d'Andladzwin à Touliage, les associations Mazout ainsi que les habitants de toutes les localités concernées par l'exploitation ont réaffirmé leur refus et leur opposition au projet d'exploitation Basse Touliage à Janbé. Telle est la conclusion de la réunion qui s'est tenue hier à Beneti. Quoi qu'il arrive, nous restons fermement opposés à ce projet. Je suis ici pour représenter mes compagnons et porter la voix de nos convictions communes. Je suis un homme de parole, et lorsque je m'oppose, je vais jusqu'au bout. Je souhaite m'adresser directement, en face à face, au président de la République. Les membres de l'association réitèrent leur demande au président de la République d'écouter attentivement les aspirations du peuple et de ne pas s'aligner sur les intérêts des entreprises étrangères uniquement motivées par le profit. La population a également dénoncé les violences répétées perpétrées par les forces de l'ordre à leur encontre, sur instruction des hauts responsables de Touliage. Ces violences ont conduit à l'emprisonnement et à des blessures par balle de certains de leurs proches. Selon les témoignages recueillis, ces exactions figurent parmi les raisons principales de leur refus catégorique de l'exploitation. Face au projet d'exploitation minière prévu dans le sud de l'île, la société civile et plusieurs associations ont durci le ton dans les messages adressés aux dirigeants et à leurs collaborateurs. Ne mentez pas au peuple et protégez son droit à vivre dignement et en paix à tous les niveaux. Tel est le message central du communiqué publié par la société civile et de nombreuses associations. Cette prise de position intervient en réaction à la diffusion de fausses informations et aux tentatives de persuasion jugées trompeuses et mensongères orchestrées par les partisans du projet Basse Touliage. Parmi les sujets mis en avant dans ce communiqué figure notamment la relation particulière entre le président de la République et les habitants de Touliage. Lors de son allocution à Madoujan avant sa descente à Kilmalink le 17 mai 2025, Andladzwin a déclaré que les arrestations des manifestants opposés au projet Basse Touliage, survenues le 6 et 27 avril 2025, relevaient de la seule responsabilité du gouverneur de la région sud-ouest et du préfet. Il a assuré n'avoir donné aucun ordre d'emprisonnement, allant jusqu'à ordonner la libération des personnes concernées. Par ailleurs, l'annonce selon laquelle les discussions entre le président et les leaders de l'opposition au projet, notamment à Zanadjik et auprès des communautés de Touliage 2, auraient abouti à un changement de position de ces derniers, a été largement relayée. Or, selon le communiqué, cette version est contredite par divers enregistrements audio et visuels. Tous les leaders rencontrés par le président, y compris le colonel Fanapir de la FIMA et les membres de l'association Mazout, ont réaffirmé leur opposition ferme au projet Basse Touliage et n'ont à aucun moment modifié leur position. Nous agissons dans le respect de notre devoir, protéger la santé et les droits fondamentaux de nos compatriotes concernés. Tels ont été les mots des associations, précisant que leur engagement n'a rien à voir avec une quelconque volonté de semer la peur. Ces dernières dénoncent fermement ceux qui continuent de tromper la population sur les véritables impacts du projet Basse Touliage, estimant qu'il s'agit d'une complicité honteuse avec une entreprise américaine au détriment des sites d'exploitation et des communautés locales. Le communiqué souligne également que les responsables du projet persistent à surveiller, critiquer et discréditer les résultats d'études scientifiques publiées par des experts malgaches et étrangers. Ces études alertent sur les dangers liés à la radioactivité engendrée par l'extraction d'ilménite et de monazite. Or, ces critiques ne remettent nullement en cause la valide des preuves scientifiques présentées qui établissent clairement les effets nocifs de l'exploitation sur les communautés locales et l'écosystème des districts de Touliage 1 et 2, en particulier les risques de propagation radioactive aux conséquences graves et durables sur la santé publique. Enfin, selon ce communiqué, ce cas n'est pas isolé. D'autres manipulations de ce genre sont observées dans plusieurs localités du Sud. Ce comportement a même valu un surnom peu flatteur aux dirigeants concernés. Il est urgent, conclut le communiqué, de changer de cap, de revoir les méthodes de gouvernance et de mettre en place une approche plus respectueuse des droits et des réalités locales.
Les économistes de la Banque mondiale appellent à une prise de responsabilité de l'État et à une réelle volonté politique d'allouer des ressources suffisantes à la protection sociale. Les fonds que l'État consacre à l'amélioration de ce secteur restent faibles, voire insignifiants, comparés à ceux mobilisés par les partenaires étrangers. La Banque mondiale finance continuellement le filet social à hauteur de 335 millions de dollars, mis en œuvre par le FID, le Fonds d'intervention pour le développement. Des résultats ont été obtenus, mais ils seraient nettement meilleurs si l'État assumait pleinement ses responsabilités. Ce qui est positif, c'est que les programmes produisent des résultats, comme le montrent les évaluations scientifiques. Ce qui est moins satisfaisant, c'est que les besoins à Madagascar restent très importants. Ce ne devrait pas être uniquement les partenaires étrangers qui financent tout le filet social, mais bien l'État. Si vous avez suivi les explications sur le filet social, seulement 20% des véritables pauvres en bénéficient. Ce n'est donc pas suffisant. Il faut absolument encourager l'État et les autres partenaires à augmenter leur financement du filet social. Ainsi, le mode de fonctionnement du gouvernement suscite l'insatisfaction des partenaires. Les dirigeants que l'on voit lors des événements de distribution d'aide sociale et qui semblent vouloir se mettre en avant auprès des bailleurs de fonds et des opérateurs des projets se retrouvent aujourd'hui confrontés à la réalité. Les fonds que l'État alloue à ces programmes de protection sociale sont minimes comparés à l'engagement extérieur. Cette situation se reflète également dans la loi des finances, où des budgets conséquents sont réservés aux dépenses somptuaires du régime et à des projets non prioritaires comme l'autoroute ou le lac Arrive. Pendant ce temps, l'amélioration de la protection sociale ainsi que le secteur qui y sont liés est largement laissé aux partenaires techniques et financiers. Autrement dit, pour être clair, le régime Radwin semble attendre de l'extérieur qu'il améliore la vie sociale de son peuple. Une des raisons qui explique la position actuelle de la Banque mondiale. Le financement de l'institution ne se limite pas au champ social, il intervient également dans la protection de l'environnement. Le financement de la Banque mondiale pour la protection sociale est garanti jusqu'en 2027. La question qui se pose désormais est la suivante. Le régime va-t-il changer d'orientation et revoir la répartition du budget de l'État pour accorder plus d'importance à la protection sociale du peuple en réponse à cette interpellation claire des partenaires? Ou persistera-t-il dans ses choix actuels malgré les difficultés que la population vit au quotidien? Difficultés déjà dénoncées par les parlementaires, la société civile, les politiciens et désormais pointées par la Banque mondiale. Telles sont les questions que se posent les observateurs. La colère populaire a explosé hier soir à Tanzbat, où des pneus ont été incendiés en plein milieu de la chaussée. À l'origine de cette flambée de tension, les coupures d'électricité répétées, devenues insupportables pour les habitants, désormais à bout de patience. Leur exaspération s'est exprimée dans un mouvement de protestation d'une grande intensité. L'électricité est coupée dès 6 heures du matin et ne revient qu'aux alentours de 19 heures depuis hier. D'après les rumeurs, cette situation pourrait durer encore 15 jours. Pourtant, nous sommes tous des travailleurs indépendants qui dépendent de l'électricité pour exercer notre activité. C'est profondément injuste, surtout au vu du coût élevé de ce service. À mes yeux, cette manifestation est pleinement légitime. Après quelques mois de calme relatif, les descentes de la rue ont repris avec violence. La brève accalmie n'aura été qu'une pause. Les habitants fatigués des promesses non tenues et des sempiternels il faut attendre un peu, devenus une sorte de berceuse destinée à endormir les revendications, ont décidé d'agir. À Tanzbat, les incendies de pneus ont été signalés en 3 points distincts, chacun aussi intense que les autres. La route principale a été bloquée pendant 1h30, provoquant de longs embouteillages. Aucun véhicule, même les motos, ne pouvait passer, les manifestants contraignant avec violence les usagers à faire demi-tour. La situation a dégénéré, donnant lieu à des altercations entre les manifestants et les automobilistes. Pressés par le temps, ces derniers ont interpellé la Jirama et les autorités, dénonçant une situation intenable. Le problème de l'électricité, selon eux, ne devrait même pas exister, tant il perturbe la vie quotidienne. Il est presque 21 heures, mais notre voiture est toujours bloquée ici à cause des manifestants. Pourtant, en tant qu'habitants de Tanjumbat, nous devrions faire preuve de solidarité les uns envers les autres. L'électricité devrait être rétablie. Des forces de l'ordre se sont rendues sur place, mais leur présence passive n'a pas dissuadé les manifestants. Au contraire, elle a semblé les encourager à redoubler d'ardeur, multipliant les feux de pneus et les cris de protestation. Le lendemain, la Jirama a publié une nouvelle liste des coupures prévues.
De quoi relancer l'indignation? Jusqu'à quand cette promesse de « il faut attendre un peu » servira-t-elle d'excuse? S'interrogent les observateurs. La centralisation du pouvoir à Tan-Najif crée d'énormes difficultés financières et un casse-piège de temps considérable pour les habitants des régions qui doivent obtenir des documents administratifs. Obtenir un passeport dans la capitale devient un véritable calvaire pour ceux qui viennent des provinces. Ils sont contraints de se déplacer à Tan-Najif, ce qui augmente leurs dépenses liées à la distance, transport, nourriture et hébergement, en l'absence de famille sur place. Les personnes venant des régions, qu'elles soient fonctionnaires ou employées dans le secteur privé, doivent aussi prendre plusieurs jours de congé pour ces démarches. Une témoin originaire d'Atranan, souhaitant rester anonyme, s'est rendue aujourd'hui à Anoussi pour obtenir son passeport. Elle a dépensé jusqu'à 500 000 riyals pour l'ensemble de ces démarches, incluant le transport, les repas et la constitution du dossier. Ce budget pourrait être largement dépassé si elle devait également louer une chambre d'hôtel. C'est difficile avec toutes les dépenses pour le transport et la nourriture. Au total, entre les frais depuis Diego et les repas en route jusqu'ici, j'ai presque épuisé 2,5 millions. Nous avons dû venir jusqu'ici pour terminer rapidement nos passeports. Si nous les faisions chez nous, cela prendrait trop de temps, car le passeport est fabriqué ici et doit ensuite être transporté par avion jusqu'à chez nous. Cette procédure illustre clairement l'absence de décentralisation effective. Tous les pouvoirs restent concentrés à Tan-Najif, tout comme la gestion des fonds publics, ce qui met en difficulté financière les régions, districts et communes. La politique de gestion appliquée par les dirigeants actuels est erronée. Selon le coordinateur de la cellule de crise du Madagascar, seuls 2% du budget de l'État parviennent aux collectivités territoriales décentralisées. La décentralisation affichée par les dirigeants ne répond pas aux besoins ni aux aspirations de la population locale. Elle aggrave même les problèmes des communes, notamment avec la pression de l'État sur le recouvrement des impôts fonciers et des taxes d'habitation. Une véritable décentralisation ne se limite pas à des discussions ou consultations locales, elle exige l'octroi de plein pouvoir administratif et financier au niveau local. La décentralisation est réelle seulement lorsque le pouvoir est pleinement partagé, et non à moitié. Cela vaut aussi pour la gestion financière. Prenons l'exemple des ristournes, des impôts fonciers, et de toutes les ressources qui doivent revenir aux collectivités régionales. Si cette redistribution était effective, tout irait mieux et le développement serait plus facile. Les communes et les régions pourraient alors mener leurs propres projets, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, car elles ne disposent pas des ressources nécessaires. Dans les pays développés, l'obtention d'un passeport se fait dans chaque commune ou district sans nécessité de déplacement vers les chefs-lieux de région. Si les dirigeants ont réellement la volonté d'une décentralisation effective, ils devraient mettre en place la délivrance des passeports ou diplômes dans chaque région. Mais la situation actuelle est loin de cet idéal et cette gestion désastreuse pour le pays doit changer selon les explications.